Donc je suis pas en super grande forme. Ah. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon. Quoi de prévu aujourd'hui? Je vous aurais bien parlé des enfants. Puisque là, je sais pas si vous avez vu le rapport sur les enfants. Là. Il y a eu la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant. On entend parler en pas mal en ce moment. Comme quoi on fait moins d'enfants. Alors non, ça c'est un autre sujet, mais dont on peut parler aussi. C'est le Conseil économique, social et environnemental qui rédige un rapport. Ah, tu parles au taf? Ah, départ de Saint-Pierre. Et qui parle notamment du modèle d'organisation du temps de l'enfance. Et en gros, globalement, sur le temps de l'école. Et on a plusieurs propositions. En gros, ce rapport nous dit que les enfants vont à l'école trop tôt. Ça, no shit, hein. Qu'il faudrait commencer à 9h plutôt l'école. Avec une semaine étalée sur 5 jours. Une révision du calendrier scolaire. L'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans. La création d'un véritable droit à la parentalité. Trop tôt, 9h. Ouais, bah, en ce moment, c'est 8. Hein. Donc, c'est 8 hein, actuellement. Hein. Et donc, il y a un rapport de 129 pages qui a été rédigé. Et j'ai vu ce truc comme quoi, oui, mais bon, on va faire des enfants rois. Et en fait, quelqu'un qui disait, mais en fait, le problème, c'est pas les enfants rois. Enfin, oui, mais les enfants rois deviennent des adultes rois. Fait non, c'est aussi le problème de l'autorité des adultes sur les enfants. Voilà. Et qu'actuellement, on respecte pas du tout les besoins biologiques des enfants. Ni leurs besoins pédagogiques, ni leurs besoins sociaux. Et surtout, les enfants ne participent aussi essentiellement pas aux choix qui les concernent. Ce qui est assez problématique. Et donc, en gros, il y a plusieurs constats. Le premier constat, c'est que l'organisation actuelle des temps d'enfants dépend des contraintes extérieures, typiquement le temps de travail des adultes. Donc, en fait, le temps de l'enfant est pensé en fonction du temps de travail des adultes et pas pour le temps de l'enfant en tant que tel. C'est aussi lié beaucoup à des choix économiques et institutionnels, hein, notamment à la disponibilité des transports, etc. L'organisation actuelle du système scolaire impose un rythme inadapté au fonctionnement physique, psychique et cognitif des enfants. On en parlait la dernière fois, mais c'est effectivement délirant de demander à un enfant de 15 ans d'être efficace et concentré de 8h à 18h de la journée assis à écouter quelqu'un. Genre, un adulte n'y arriverait pas. Les enfants sont soumis à un rythme soutenu et fatigant du fait de la densité des programmes, de la place occupée par les évaluations et par l'orientation et la quantité de devoirs qui génèrent une forte pression. La France est le 3e pays d'Europe avec le plus grand volume d'heures d'instruction obligatoire et le 5e en nombre de jours de vacances. Plus généralement, les enfants subissent un modèle de société valorisant la productivité et la performance. Ouais.
Les temps libres non encadrés sont de plus en plus rares, alors qu'ils sont essentiels. Donc en gros, le temps de l'enfant est beaucoup trop encadré. Voilà. C'est vrai qu'ils n'ont plus d'espace de liberté, en fait, les gamins. J'en parlais avec une pote qui a une gamine et qui me disait, oui, mais bon, en gros, enfin, je ne peux pas laisser tes enfants comme ça. En fait, les enfants aujourd'hui sont vraiment tout le temps dans des espaces contrôlés. Tout le temps. Et le temps d'écran quotidien moyen qui est en augmentation et qui mériterait aussi d'être réduit ou d'être contrôlé, en l'occurrence. Il y a aussi un problème de manque d'inclusion, ça on pourra en parler, des inégalités sociales, des inégalités de territoire, etc. Et donc du coup, il faut aussi sortir du sous-investissement politique, humain et financier dans l'école et dans l'enfance. Jamais je lâche mes gosses sur la rue, c'est trop dangereux. Ouais, moi j'ai grandi dans la rue aussi, hein. Mais oui, c'était une autre vie, une autre époque, quoi. Ouais. Mais par exemple, il propose d'intégrer des ateliers de la vie quotidienne dans l'école. Par exemple, le bricolage, la cuisine, la couture, la gestion du budget, l'éducation à la citoyenneté, etc. L'éducation sportive. Ouais, bah voilà. 2 heures de bus par jour, salut. Hein. Pareil, on manque d'espace de repos apparemment pour les enfants. Pour qu'ils y fassent ce qu'ils ont à y faire, quoi. Donc voilà, enfin bref, il y a tout un rapport qui est sorti là-dessus. Et évidemment, bah, tous les adultes sont en mode MDR, scandale, moi à l'époque, je jouais avec un caillou et je me levais à 6h, et alors, regarde, je suis pas devenu pire qu'un autre, hein. Dit Roger, 65 ans, pire qu'un autre. Voilà. Ça, bon. Évidemment, ça prend pas du tout le chemin que la société cherche à nous faire prendre. On parle, voilà. Il y a des problèmes d'inclusivité aussi. Hein. Je disais notamment sur les enfants neuroatypiques. Je disais un truc très intéressant sur les enfants neuroatypiques qui font du sport. Quand t'as un enfant neuroatypique qui se retrouve dans un cours de sport, c'est un enfer sans nom. Et du coup, ça t'inculque le fait que t'es vraiment bizarre, vraiment différent, inférieur et que le sport n'est pas fait pour toi. Globalement, un peu ce que j'ai vécu. Hein. Voilà. Ouais, on rappelle que je suis normal, j'ai pas de mot du médecin. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a un manque de temps libre chez les enfants. Après, moi, c'était déjà le cas quand j'étais jeune, donc je ne m'étonne pas que ce soit encore le cas aujourd'hui. Le temps libre est essentiel pour le repos, le jeu spontané, l'ennui, la rêverie, la créativité, la construction de soi, nous rappelle-t-on. Mais avec le temps passé à l'école, les activités encadrées, les devoirs, les révisions, le temps libre est de plus en plus rare. Il a quasiment pas de temps libre en réalité. Hein. Voilà. En dehors du sommeil et des repas. Si bien que 30% des enfants ont une dette de sommeil aujourd'hui. Ils ne dorment pas assez. Voilà. Donc bon, c'est bien, on se demande pourquoi ils sont tous dépressifs et qu'ils ont tous envie de se flinguer. Et encore, quand t'es bon élève, je pense que ça passe ok, hein. Mais quand t'es mauvais élève et que tu détestes l'école, mais c'est un enfer. Hein. C'est vraiment un enfer. Hein. Alors, bien sûr, ont été notés aussi des trucs comme Pronote et Parcoursup. Pronote, où toutes les notes sont en direct sur Internet, accessibles par les parents, avec tous les devoirs accessibles par les parents. Merci, Soros, pour les 50 €. Merci. Et Parcoursup. Et en fait, du coup, il y a aussi le droit à la déconnexion des enfants. Parce que du coup, comme à la maison, les parents, qui sont très soucieux de l'avenir de leurs enfants, deviennent aussi, bah, du coup, une continuité de l'école, en ayant cette exigence de la réussite, en multipliant les activités scolaires, les attentes éducatives, les enfants n'ont jamais le temps de décompresser. Ils n'ont jamais une seule seconde.
Ouais. Ouais, c'est comme si toi, t'allais voir ton daron dès l'instant qu'il rentrait de l'école et en même temps. Ou alors, du coup, le dernier rapport. Alors, ça s'est mal passé avec Michel, hein. Bah, quand même, tu vas me reprendre ça maintenant. Hein, tu vas refaire ça pour demain au propre. Parce que Michel, il attend. Sinon, la prime de fin d'année, tu te la fous dans le cul. Je supporterais pas le daron, hein. Je supporterais pas, hein. Le daron, il avait le droit à la déconnexion, hein. Selon, parce que du coup, ils ont été interrogés aussi, du coup, un panel d'enfants et d'adolescents. Qu'est-ce qu'en pensent les enfants et les adolescents d'aujourd'hui? Globalement, ce qu'ils disent. La quantité et la répartition des devoirs combinés à la pression des évaluations rendent le rythme des journées particulièrement lourd et stressant. Avec une pression sur l'orientation banalisée dès le collège, avec des discours du type si vous ne réussissez pas le brevet, vous n'irez pas au lycée, vous ne ferez pas de bonnes études, vous n'aurez pas de métier intéressant. Ça, on se les tapait déjà quand j'étais gamin, m'étonne pas que ça continue. Les profs, hein, je vous jure, les profs, oh là là. Ces anciens bons élèves là qui donnent des leçons à tout le monde. Les choix d'orientation sont imposés trop tôt. Et ils n'ont pas de temps de qualité consacré à l'orientation. Donc en gros, on leur demande de se positionner sur des métiers dont ils ne connaissent rien. Voilà. Après, on peut aussi ne pas faire ses devoirs. Bah, c'est ce que je faisais pas mes devoirs. Mais ça, c'est... Et ça, Daris, tu joues avec les règles. T'es pas censé ne pas faire tes devoirs. On a le témoignage de Camille qui nous dit qu'entre les devoirs et le piano, elle doit privilégier les devoirs, alors qu'elle aimerait bien jouer au piano. Terrible. Au passage, les droits fondamentaux de l'enfant en France ne sont pas respectés, notamment le droit au repos, au loisir, à la santé et à la participation, et la participation garantie par la Convention internationale des droits de l'enfant. Voilà. Tes parents ont toujours accepté? Ah oui, non, mes parents, ils acceptaient pas. Mais après, comme il n'y avait pas Pronote, mes parents, ils allaient pas voir les notes sur Internet, on s'en battait les couilles. Mais là, je vois les profs, ils pètent tous des durites en mode « Oh, je leur donne des devoirs maison, tout est rendu avec ChatGPT !» Bah, évidemment. Si j'avais ChatGPT. Franchement, je pense qu'il y a un truc que les profs ne comprennent pas, c'est qu'il y a d'autres matières que la leur. Voilà. Donc quand ils te filent une heure de devoir, mais qu'à côté j'ai une heure de devoir de maths pour demain, une heure de devoir d'histoire, et que le prof, je sais que le prof d'histoire il va me punir. Alors que le prof de français, je peux argumenter. C'est le français qui saute, hein. Par exemple. Hein. Donc moi, tout ce que je peux faire avec ChatGPT, si j'avais eu ChatGPT, j'aurais tout fait avec ChatGPT. Hein. Je vous le dis sans vergogne. Hein. Si c'est pour pouvoir sortir une demi-heure plus tôt dehors. Surtout en hiver, la déprime, les gamins, ils partent, il fait nuit, ils rentrent, il fait nuit. Et après, on leur dit, vous sortez plus. Je te colle pour ton bien, ouais, incroyable. Alors nous sommes aussi dans le rapport, on nous explique aussi que il y a une très forte inquiétude à l'égard de la montée du harcèlement, de la violence et du mal-être des enfants à l'école et dans les familles. Voilà. Avec des violences physiques, psychiques, institutionnelles, virtuelles, des phénomènes invisibles ou banalisés, avec des conséquences graves provoquant troubles du sommeil, anxiété, phobie scolaire, déscolarisation et isolement. Le redéveloppement des réseaux sociaux accentue d'ailleurs les difficultés, hein, avec des situations en cyberharcèlement qui augmentent particulièrement chez les filles. Côté équipe pédagogique, on alerte sur des paroles humiliantes, manque d'écoute, absence de prise en charge des situations signalées, des procédures existantes qui n'aboutissent pas, des victimes qui doivent choisir elles-mêmes de changer d'établissement pour se protéger ou pour se reconstruire, avec un départ qui du coup est la seule issue possible, donc en fait une double peine, quoi.
Il fait beau, on s'installe dans la cour en schlag pour bosser, quand il pleut, c'est mort. Ouais, bah ouais. Au sein des familles, la violence inquiète. En 2023, 82 800 victimes de violences intrafamiliales non conjugales ont été enregistrées, dont 79% étaient mineurs. Donc 4 sur 5, globalement. Donc les violences ont augmenté de 14% en un an, avec une hausse plus marquée chez les enfants et chez les adolescents. Au sein de ces violences, les violences sexuelles restent massives et invisibilisées. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle, on rappelle effectivement. Et les enfants pris en charge par l'ASE sont davantage exposés, ça on en a déjà parlé. 15 000 de ces mineurs seraient victimes de réseaux de prostitution. 25% des SDF sont directement issus de l'ASE. Ça, on nous le rappelle aussi. Donc incroyable, l'association de... c'est l'aide sociale à l'enfance, qui aide pas du tout socialement les enfants, quoi. Mettre fin à la violence, c'est aussi promouvoir une autre culture de l'expression, donc basée sur l'écoute, le respect, la coopération, l'empathie, la reconnaissance des émotions de chacun. Ça s'appelle le wokisme, ça, non ? Donc apparemment, il faudrait mieux former les profs, il faudrait sensibiliser dans les établissements au cyberharcèlement beaucoup plus. Plus d'équipes de santé, notamment la santé mentale, etc., etc. Et surtout, inclure les enfants dans les processus de décision qui les concernent. Ouais, ils se parlent plus, bah non, bah ouais. Putain, enfin on en parle, quoi. Enfin on en parle. Du coup, qu'est-ce que ça provoque aussi ? Ça provoque plus de sédentarité chez les enfants. Voilà. Seuls 33% des filles et 51% des garçons âgés de 6 à 17 ans atteignent les recommandations d'activité physique. Le principal problème, c'est la charge de travail trop importante, donc trop de devoirs d'évaluation, le poids des cartables aussi, la pression due aux notes et à l'orientation, et le climat de compétitivité et de productivité. Ça crée un sentiment de surcharge, de mal-être, une anxiété très forte. Et du coup, plus de 2 jeunes sur 5 ont des troubles anxieux. Et un quart des adolescents déclarent être souvent angoissés avant d'aller en classe. Putain, 40% d'anxiété chez les jeunes. Wow. Le capitalisme, c'est vraiment pratique. C'est vraiment cool. Incroyable. Alors évidemment, on peut parler aussi des oppositions sociales qui existent. 71% des enfants issus de familles modestes ne sont pas inscrits dans un club ou dans une association sportive ou culturelle, contre 38% pour les enfants favorisés. Donc il y a c'est un rapport c'est un x2, quoi, facteur 2, quoi. Les communes rurales aussi, quand vous vivez dans une commune rurale, vous êtes plus impacté, parce qu'il n'y a qu'une sur 4, une commune sur 4 ne propose pas d'activité encadrée, contre 1 sur 10 en milieu urbain. Et les territoires ultramarins sont vraiment particulièrement touchés aussi. Voilà. Notamment parce qu'il y a beaucoup de familles monoparentales. C'est une famille sur 2 en Outre-mer. En 2021, près d'une famille sur 2 était une famille monoparentale. Énorme. Énorme. On nous rappelle aussi que 78% des enfants de cadres supérieurs partent en vacances, contre seulement 47% des enfants d'ouvriers. Voilà. Le petit déjeuner. En moyenne, 3,4 élèves par classe arrivent en classe le ventre vide parce que leurs parents n'ont pas les moyens de les nourrir. Voilà. Ou alors par manque de temps, par manque d'appétit, par stress et par absence des parents. Et plus vous êtes dans une zone pauvre, et plus vous êtes une famille pauvre, et moins vous mangez le matin quand vous êtes un enfant. Voilà. Donc l'idée, ça pourrait être de manger à l'école, par exemple. Donc l'école française, nous dit-on, est l'une des plus inégalitaires des pays de l'OCDE.
Voilà. Ça, j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos d'ailleurs. On a l'école la plus inégalitaire, l'une des écoles les plus inégalitaires d'Europe. Vraiment en miroir des inégalités. Notre fameuse école universelle, unique, la même pour tous, ouais, la même pour tous, ouais. La même pour tous, bien sûr. Moi, Quentin, quand je dis ça, parce que moi, du coup, j'évolue souvent autour de gens qui ont été bons à l'école, qui ont fait des études. Donc les gens, ils comprennent pas. Ils comprennent pas que je sois salé sur l'école. Mais normalement, t'es de gauche, l'école, tu devrais aimer, tu devrais pas taper dessus. Bah, en même temps, l'école, on n'a pas tous eu le même rapport à l'école, quoi. Donc on a le droit aussi d'être critique et d'être traumatisé même de l'école, quoi. Alors, il faut repenser les programmes scolaires, nous dit-on. Il y a une logique particulièrement pernicieuse, hein, c'est de vouloir bombarder les cours pour, à tout prix, arriver au bout du programme scolaire. Qui est assez délétère. Voilà. Il faut réduire le temps de trajet aussi. Donc ça va contre les logiques de... du coup, la logique pendant longtemps, je dis pendant ces 20 dernières années, c'est de fermer des écoles pour les regrouper et mettre des bus pour que les enfants puissent aller aux nouvelles écoles où il y a plus d'enfants. Faire ce qu'on appelle le regroupement scolaire. Ce qui suppose de se lever plus tôt pour prendre le bus, faire un quart d'heure, 20 minutes de bus pour aller à l'école. Et adapter le bâti scolaire, parce que beaucoup d'établissements scolaires sont quand même vieillissants, mal isolés, pas adaptés. Voilà. Oui, c'est une machine à fabriquer des travaux manuels. Oui, puis c'est une garderie. Comme ça a été dit tout à l'heure, c'est une garderie. Donc, les 20 propositions. Je vous cite les 20 propositions. Le matin, un temps d'accueil échelonné avec un début des cours à partir de 9h au collège et au lycée. Putain, Dieu soit loué. Le midi, au moins 1h30 de pause pour manger. Moi, par exemple, j'avais des jours au lycée, j'avais qu'une heure. J'avais qu'une heure à midi. Donc, le temps que je fasse la queue à la cantine, il se passait 40-45 minutes. J'avais 5-10 minutes pour manger max en speedrun et après, il fallait que j'aille en cours. Des fois, on bouffait même pas. Parce qu'on n'avait pas le temps. Au lycée. Parce qu'en fait, on n'avait qu'une heure de créneau sur la pire heure possible. Avec un temps de liberté sur la pause du midi. Pour le soir, il est préconisé de faire les devoirs à l'école, mais les revoir à la maison. Donc en gros, les révisions à la maison, les devoirs à l'école. Avec, en préconisation, un apprentissage théorique le matin et un apprentissage pratique l'après-midi. Des cours de 45 minutes maximum. Et des activités adaptées aux besoins spécifiques. Ouais, tout ça, tout ce que je vous dis, j'ai été voir sur le subreddit enseignant, que j'adore, hein, vous le savez. Les profs sont pas prêts, hein, je le dis. En tout cas, ceux qui commandent sur Reddit sont vraiment pas prêts. Avec une semaine de 5 jours étalée du lundi au vendredi, au moins un séjour par an, et un passage de 3 zones à 2 zones de vacances. Avec un plan de bâtiment scolaire sur 20 ou 30 ans, des équipements et des mobiliers fixes, ouvrir les bâtiments scolaires, arrêtez que ce soit des prisons là, accompagner les usagers numériques individuels et renforcer la législation sur les temps d'écran, et renforcer les aides à la parentalité. Un séjour, c'est une période de vacances, quoi. Avec une suggestion de la création d'un ministère de l'enfance, des projets éducatifs de territoire obligatoires et un plan de mobilité pour les jeunes. Pourquoi pas après les profs sur Reddit ? Parce que le subreddit enseignant, c'est, je pense, que des gens qui détestent les enfants. Et qui ont besoin, et qui bandent sur l'autorité. Allez voir, vous tapez r/enseignant au pluriel, vous allez voir, vous allez kiffer. Donc tout ça est étayé, hein, chaque proposition est étayée. Voilà. Je vais pas forcément vous faire pourquoi tout est étayé, c'est quoi l'objectif, c'est quoi l'idée, etc. Mais ouais. Ouais, apparemment, il y a aussi ce truc que les jeunes n'ont plus d'espace de sociabilité commun. C'est-à-dire que comme ils n'ont pas le droit de parler en cours,
et qu'ils n'ont pas de moment calme où ils peuvent parler entre eux, ils n'ont pas d'espace de sociabilité en autonomie ou en dehors des adultes. On nous réexplique que médicalement, par exemple, faire les cours avant 9h, c'est un non-sens absolu, genre sur le plan médical et tout. Que ça génère de la fatigue pour rien. Donc voilà, c'est tout étayé. Il y a 120 pages et quelques dans le... Voilà, avec une fin des cours prévue pour 15h30. En gros, l'école, selon leur préconisation, ce serait de 9h à 15h30. Avec valoriser la coopération entre les élèves plutôt que la logique individuelle aussi, de concurrence. Généralisation de projets de plus grande ampleur sur un temps long, ça c'était vraiment trop cool. Moi j'avais ça au lycée avec l'équipe pédagogique, ils avaient mis des projets sur le long cours, c'était vraiment cool. Et après 15h30 pour les parents pas dispo, bah de toute façon si les enfants vont à l'école de 8h à 18h, on sait pourquoi. Hein. Par exemple, on suggère la mise en place de potagers à l'école pour approfondir la SVT, la physique-chimie, la technologie, les mathématiques, etc. C'est vraiment trop cool. Ouais, c'est le cas en Allemagne, mais l'Allemagne, moi, quand j'étais en Allemagne, ils commençaient justement à se dire qu'ils allaient faire un système à la française pour décharger les parents, quoi. Donc des ateliers de la vie pratique, des ateliers manuels, comme je disais, des cours de ménage, de menuiserie, de bricolage, de plomberie, avec des projets, etc. Au lieu d'avoir 1 heure de techno, quoi. C'est un programme de gauche. Toutes les conventions citoyennes, à chaque fois, c'est des programmes de gauche, mais tellement. Tellement. En plus, ils mettent combien sont pour, combien sont contre. Genre là, le truc de changer les rythmes scolaires, c'est 95,1% de la convention qui a voté pour. C'est genre des plébiscites. C'est des plébiscites, quoi. Donc ça me termine. Alors, il suggère qu'à partir de 15h30, il puisse y avoir des activités culturelles et sportives d'1 à 2 heures supplémentaires. Parce que CF, il y a une absence de consensus sur ce sujet au sein de la Convention. Donc certains d'entre nous ont proposé d'instaurer un quota d'activités par semaine. Voilà. D'autres par jour, a priori. Donc là, ils sont transparents en mode ils n'ont pas de consensus sur que faire après 15h30. Certains disent il faudrait ça, d'autres non. Ah oui, non, mais c'est clairement pas Macron, il veut des soldats, donc oui, clairement, c'est pas l'idée. Hein. À la maternelle, il y a un truc qui est intéressant, c'est garantir la possibilité de faire la sieste après la pause aux enfants. C'est bien d'où la légende que le système français encourage l'esprit critique, car les profs de français, le ministère de l'Éducation français, je n'ai jamais vu d'études frontes. Je sais pas, après il y a une branlette sur la France, la langue française, il y a une branlette là-dessus. Hein. Moi j'ai toujours eu l'impression du contraire. Hein. Quand j'étais en Autriche, les étudiants qui venaient de France, ils avaient pas d'esprit critique justement, c'était des exécutants quoi. Ils appliquaient des recettes et des modèles quoi. Ils le font déjà la sieste, pas tous. Pas tous, moi je faisais pas la sieste en maternelle. Pas en maternelle. En petite section, oui, mais pas en maternelle. Pas en grande section. Mais il y a des... Renforcer, pareil, les cours à l'extérieur, les activités à l'extérieur. Il faut savoir qu'il y a des pays où les enfants passent leur journée dehors. Genre en Finlande, si, c'est la maternelle. Moi, j'arrivais pas à dormir non plus. Après, c'est garantir la possibilité de faire la sieste. Ce n'est pas imposer la sieste.
Donc là aussi, ça met l'accent sur l'autonomie, donc avoir des collégiens beaucoup plus autonomes. C'est vrai qu'ils sont pas autonomes. Hein. L'escabeau nous fixe. Bah, ça, c'est terrible. Avec une école beaucoup plus ouverte sur les intervenants extérieurs, les associations, les professionnels, etc. Ça, c'est cool, je trouve. Donc, ouais. Après, il y a aussi baisser les normes. Hein, allègement des normes administratives sur l'encadrement des sorties scolaires et culturelles. Imposer la proposition aux établissements privés sous contrat. Donc pareil, hein, dans la logique, ça a frise. Dans la logique, les écoles privées, elles n'auraient pas le choix que d'imposer tout ça aussi. Hein. Ce sera jamais appliqué, bien sûr que non, ce sera jamais appliqué. Alors, passer à 45 minutes, là, il n'y avait que 69,7% de voix pour, hein, contre 16,8% contre. Passer de 55 à 45 minutes effectives de cours. Avec une pause de 15 minutes toutes les 2 heures. En fait, l'idée, c'est d'augmenter le temps de pause, d'augmenter les temps de flottement et les temps d'inactivité. Pour avoir des temps d'échange, de discussion, etc. Donc, en gros, toutes les heures et demie, t'as un quart d'heure de pause. Ça, c'est pas si mal. Donc, suggestion, cours de 45 minutes, 5 minutes de pause entre les cours de 45 minutes et 15 minutes de pause tous les 2 cours. Pas mal. C'est pas mal en vrai. Hein. Réserve exprimée au moment du vote. Voilà. Il y a des réserves, ils nous les mettent. Ces réserves sont contraignantes pour certains cours ou pour certaines évaluations. La proposition ne peut être mise en place qu'avec un flux d'élèves réduit. Je vois pas pourquoi, je vois pas ce que ça change là-dessus. Le temps trop court restant à l'apprentissage réel. Ouais, bon, je sais pas. On avait des demi-cours. Il y avait des endroits où on avait des demi-cours, genre une demi-heure. Mais globalement, le programme est turbo de gauche, hein. Clairement. Clairement, il y a même des trucs qui sortent un peu, genre augmenter les amendes pour les entreprises ne respectant pas les quotas d'intégration des personnes en situation de handicap. Pour augmenter les fonds de l'AGFIP, l'association de gestion de fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, et faire en sorte que ces fonds servent au financement de l'inclusion dans les écoles. Garantir une pause de repas d'1h30 minimum, 91,9% de voix pour. Pareil. J'ai connu un collègue, un collège. T'avais 5 minutes entre chaque cours, mais t'avais zéro notion d'échange. Ah oui, bah non, bah ça, oui. Donc voilà, y a pas mal de propositions qui sont faites pour ça, quoi. Les devoirs, pareil, la plupart des gens sont pour abolir les devoirs. Hein. Ils veulent aussi alléger les programmes scolaires, améliorer le dialogue entre les parents et les professeurs. Ouais, dès l'instant qu'il y a une convention citoyenne, les gens, quand ils les mettent autour d'une table et qu'ils discutent, c'est des mesures de gauche. C'est des mesures progressistes, quoi. Qui partent des problèmes pour essayer de les résoudre. Vraiment. Mais en fait, dès l'instant que tu as une convention citoyenne sur un problème, les gens essaient de régler le problème. Donc ils se posent des bonnes questions. Et ils proposent les bonnes solutions. Et je suis désolé, hein, je vais le dire clairement, mais voilà, c'est pas très populaire, mais aujourd'hui de dire, mais à gauche on a raison. Hein. À la gauche, à la base, on est le camp de la science. Hein.
On est le camp de s'il y a des problèmes, on se pose des questions sur comment les résoudre. Hein. On part pas de faits divers à moitié théoriques à partir desquels on essaye d'élaborer des stratégies visant à pérenniser les inégalités de classe. Voilà. Nous, on est le camp de la vérité. Vraiment, hein. Je suis désolé, hein, quand on se fout de notre gueule en mode oh, mais vous êtes le camp du bien. Bah oui, on est le camp du bien. Bah à la gauche, on est le camp du bien. Bah oui. On est vraiment le camp du bien. Voilà. On parle de mystique chez ELV. On en a besoin. C'est bon, oui. La gauche, c'est le camp des gentils dans les films. Putain, c'est vrai, oui. Et la droite, c'est le camp du gaslight, c'est vrai aussi. La tendance des votes va à droite, mais les résultats des conventions vont vers la gauche. Ouais, alors après, en plus, c'est super transparent, parce qu'ils expliquent c'est quoi les réserves, etc. Et franchement, c'est super pédagogique comme rapport. C'est vraiment très bien fait. Et en plus, ils ont fait le détail de toutes les voix, nombre de votants, réserve. Il y a trois propositions qui n'ont pas été adoptées. Ça, je vais quand même vous en parler. La première, créer un service public de la parentalité qui se décline en guichet unique identifié et gratuit pour tous les territoires. Voilà. Ça n'a pas été retenu. Ça n'a pas été retenu. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que ça faisait doublon avec d'autres choses. Il y a créer un crédit annuel de 56 heures pour les parents. Je ne sais pas bien à quoi ça correspond. Ce serait un truc qui serait négocié par branche et encadré par les conventions collectives des entreprises pour s'adapter au cadre des contraintes et permettre de répondre à toutes les situations. Mais un crédit qui ne pénaliserait ni le salarié ni l'employeur. Pourquoi ça n'a pas été accepté? C'est quoi les réserves? A priori, c'est trop compliqué à mettre en place, quoi. Et ensuite, mobiliser les seniors volontaires dans le temps de l'enfant, au-delà du cercle familial, ça n'a pas été adopté non plus. Donc en gros, faire intervenir les vieux à la place, en gros, faire venir des vieux bénévoles plutôt que des profs rémunérés ou des AESH rémunérés. Ça n'a pas été conservé. Voilà. Ça, c'est celles qui n'ont pas été adoptées. Il y a les deux rejetées. Alors, les non adoptées, c'est celles qui ont eu un nombre de voix suffisant pour avoir la majorité, mais pas suffisant pour pouvoir être intégrées dans les 20 propositions. Elle date de quand? Elle date de là, et le rapport est sorti il y a 2 jours. 3 jours. 2 propositions qui ont été rejetées, cela dit. La suppression des devoirs maison. D'où l'idée de supprimer les devoirs à la maison, mais conserver les révisions à la maison. Il faut savoir que ça n'a pas été pris en compte. Voilà. La suppression totale et l'interdiction des devoirs à la maison, ça n'a pas été 61% des gens de la convention étaient contre. Voilà. Pourquoi pas précisé. Et réduire la durée des vacances. C'est la deuxième proposition qui a été rejetée. Là, c'est 54,1% des gens de la Convention s'y sont opposés. La réduction des vacances n'a pas été adoptée. Voilà. Donc ils sont super transparents, ils ont toute une partie des pages sur le protocole de comment et pourquoi, etc. Ça me termine parce que je suis sûr que rien de ça, aucune de ces préconisations ne va être retenue et le rapport il est super bien foutu, il est étayé, il y a tout dedans et on va leur dire d'aller se faire foutre quoi. C'est un peu terrible hein, parce qu'en fait on s'en bat les couilles des enfants dans notre pays. Les enfants, en fait, ont de moins en moins de place dans l'espace public. On les considère comme des sous-individus.
Et après, et en plus, on s'étonne qu'après, bah, on veut pas en faire, quoi. Il y a de la place. Enfin, comme les enfants sont aussi exclus socialement de plus en plus, les parents qui ont des enfants le sont eux-mêmes. Donc bon. Garder le même temps, mais le répartir de façon plus homogène pour des pauses plus régulières sur les vacances. Mais c'est ce qui est l'une des préconisations. C'est de mieux répartir les vacances. C'est quoi ce rapport dans ce contexte ? C'est les propositions de la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant qui émanent du Conseil économique, social et environnemental. Voilà. J'imagine que cette exclusion de l'espace public est plus vraie pour les enfants des classes populaires. Bah oui, enfin oui. Les riches ont des endroits où mettre leurs enfants. Ils ont des moyens de faire prendre en charge leurs enfants. Donc ça, la question, elle se pose moins pour eux. Après, en vrai, oui et non, parce que l'un des endroits où les enfants sont plus acceptés, par exemple dans la restauration, c'est McDonald's ou Burger King, quoi. Ce n'est pas parce que des personnes se sont réunies et ont écrit un livre que c'est la Bible. C'est ce que Macron disait sur la Convention citoyenne sur le climat. Ah voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc le rapport est sorti le dimanche 23, donc c'est il y a 2 jours. C'est des gens tirés au sort, âgés de 24 à 62 ans, originaires de tous les coins de la France, Hexagone comme Outre-mer, qui ont du coup été invités. Hein. Ça va être terrible. Hein. Ça va être terrible. Je vais même pas regarder les commentaires sur Facebook. Hein. Mais ouais, dès l'instant que les gens commencent à s'intégrer... Non, de 19 à 83 ans, j'ai rien dit. De 19 à 83 ans. Donc, putain, j'espère que la gauche, ils vont reprendre ce truc-là et qu'ils vont le bombarder dans tous les sens. Hein. J'espère vraiment. Les conventions citoyennes, c'est de gauche. Hein. C'est pour ça que moi, j'ai pas de crainte quand on redonne le pouvoir aux gens, et qu'on donne le pouvoir de décision aux gens. Ils votent pour le progrès social. Hein. Ils votent pour leurs intérêts, en fait. Et leurs intérêts sur un sujet très spécifique, c'est le progrès. Constituante, bah ouais. Il faudrait faire une assemblée nationale tirée au sort. On pourrait, hein, mais bon. On n'y est pas. Comment vous dire qu'on n'y est pas ? Mais moi, oui, hein, je suis pour. Hein. Problème de légitimité avec le tirage au sort. Ouais, oui, ouais. Les gens n'accepteraient pas. Bon, après, au bout d'un moment. Les gens n'acceptent. Enfin, oui. Après, c'est mieux si les gens acceptent. Hein.
c'est sûr. Mais à la base, bon, les gens n'allaient pas accepter qu'on puisse se marier entre homosexuels, ils ont fini par accepter, quoi. Ça leur a pris du temps. Moi, quand je vois la qualité des rapports qui sont pondus, pardon, par les conventions, euh, à quel point c'est étayé, argumenté là, dans ce cas-là. Franchement, ça donne envie, hein. Est-ce que l'Assemblée est vraiment un endroit où l'on peut se poser pour identifier et résoudre un problème avec des interventions de 5 minutes? Non. Non, mais après, l'Assemblée, c'est pas. Ça, c'est les questions gouvernement auxquelles tu fais référence, mais l'Assemblée, c'est surtout du travail en commission. Ouais. Bah voilà, en tout cas. Moi, je voulais parler de ça quand même, parce que c'est. Moi, vous savez, je trouve que là-dessus, on est rétrograde en France. Nos enfants vont vraiment trop à l'école, quoi. Et ils sont plus libres, quoi. Les enfants ne sont plus libres aujourd'hui. On leur impose. Ouais, des rythmes, des vies super guindées, toujours surveillées. J'espère qu'ils se rebelleront. Bah, pour quel résultat La dépression. L'incitation à la révolte. Non, moi j'incite rien. Rien qui soit en dehors du cadre républicain, en tout cas, bien sûr. Hein. Ah, moi je vous le dis, de toute façon, je suis républicain. Voilà. Tout de manière neutre et apolitique. Hein. Nous ici, vous savez, tous les discours sont apolitiques. Hein. Moi, quand je vous parle de Marx, c'est de manière apolitique. Hein. C'est uniquement de manière historique. Voilà. Faites vos recherches. Voilà. No politics here. Exactement. No politics here. Voilà. Tout avec esprit critique, de manière zététique, bien sûr. Très important. Voilà. Il y en a marre du gauchisme. Hein. C'est pas le Wokistan ici. Non. Non, non. Non. Pas de ce pain-là, nous. Pas du tout de ce pain-là. Second degré. Ah non, non, premier degré, moi je suis anti-woke, bien sûr.
Il y en a marre hein, de tous ces gens qui ont des cheveux violets et qui contestent mon autorité de moi, qui m'appelle Jean-Michel, qui est 65 ans et qui a vraiment beaucoup galéré à acheter son pavillon contre une baguette de pain dans les années 80 et qui l'a revendu 3 millions sur le bon coin. Là, Nous, à l'époque, c'était difficile. Hein, et on mettait des costards, on se levait le matin et ça filait droit. T'as vu l'interview de Figaro de Pasquier et Klein disant la science c'est la politique. D'accord. Il est woke le major. Et je ne vous spoile pas. Je vous ne spoile pas, mais ce sera un enjeu à un moment. Il va y avoir cette question qui sera posée à un moment. Il faut vraiment que je relance le major. Je vais pouvoir, là, je commence à ranger mon bordel. Vous avez vu, j'ai commencé à installer la bibliothèque. Bon, il y a quelques ajustements, il faut que je refasse des retouches de peinture, etc. Mais cette question-là mérite d'être posée, bien sûr. C'est une question à laquelle nous avons quelques réponses. Nous aurons quelques réponses. On va voir Bardella en 2027 à ce rythme-là. Ouais. Putain. Là, j'ai une vidéo qui va venir, qui va être sur l'anglais, langue du néolibéralisme, pour l'interrogation. Et je vais en profiter pour parler du fait que l'extrême droite veut supprimer le CNC. Et en fait, comment l'extrême droite veut la mort culturelle. Pour des gens ces gens-là sont obsédés pour défendre la culture française, mais ils veulent détruire tout ce qui ressemble à la culture. Donc, tu te présentes en 2027 ? Bon courage pour avoir les signatures, voilà. Bon courage. Oui, j'ai vu Chenu sur la culture, justement. Justement, c'est pour ça que j'en parle. Non, c'est pas une incohérence. C'est juste que c'est des Américains mentaux. L'extrême droite, c'est des bandeurs d'Américains. L'extrême droite, leur rêve, je vous le dis tel que je le comprends, hein, leur rêve, ce qui les fait bander, c'est qu'on devienne des vassaux des États-Unis. Vraiment. Je vous le dis. C'est qu'on perde le peu d'indépendance et le peu de souveraineté culturelle qui nous reste. Voilà. Ça les fait bander. Des vassaux de la Russie ? Non, des vassaux des États-Unis. Sur le plan culturel, des vassaux des États-Unis. Ils sont pour supprimer toute la production culturelle française et se satisfaire du coup d'un marché où on importe tous les produits culturels non. En fait, parce que du coup, Sébastien Chenu nous expliquait que la culture, ça doit être rentable. Un bon film, c'est un film qui fait beaucoup d'entrées. Donc en gros, une bonne culture, c'est une culture qui est rentable. Et ben vous savez, d'un point de vue du cinéma, il est souvent plus rentable d'importer des films des États-Unis ou d'importer des livres des États-Unis d'un point de vue d'un éditeur que de miser sur un auteur local, quoi. Parce que ça, c'est jamais rentable aussitôt. Donc, alors, c'est rentable à l'échelle de la société de produire localement de la culture, mais eux, ils voient pas ça. Ils voient pas ça. Ils sont demeurés, donc ils voient pas ça. Donc bon, voilà.
Donc j'ai une vidéo, je vais en parler. Faut encore que je la rédige. Je suis pas convaincu. Mais bon. Tu penses pas au PIB, faut penser au PIB. Bah justement, quand on pense au PIB, figurez-vous que quand on pense au PIB, on préfère produire la culture localement même quand elle n'est pas rentable. Parce que dans la balance commerciale culturelle, vaut mieux ne pas trop importer en fait. Ou alors importer à égalité de ce qu'on exporte. Sinon, c'est juste de la fuite des capitaux. Hein. Sinon, c'est juste de l'argent qui part, quoi. Et oui, c'est de la merde le PIB, en plus, bien sûr. Non, mais en fait, la culture, c'est. De toute façon, les gens consomment des produits culturels. Point. Donc, il faut leur en proposer. Sinon, ils les consomment, mais ils les consomment à l'étranger, quoi. Donc, bon. Oh Oh Comment on fait pour la suppression de produits culturels alors que 50% de PIB est de près ou de loin, je sais pas quelle part du PIB est de près ou de loin liée à la culture. C'est pas comme ça. Eux ils se disent les principaux organismes de financement de la culture financent que du wokisme. Parce que le CNC ça finance quand même Christian Clavier et beaucoup de comédies françaises de ce style, mais bon eux ils voient les 3 films de gauche que ça finance et du coup ça, ils détestent. Donc ils se disent faut qu'on supprime tous les financements publics à la culture. Voilà. Comme ça, on tue le wokisme. Et en fait, non. Non. Par contre, il tue la production culturelle française. Voilà. Penses-tu qu'un modèle économique décroissant est inévitable pour des raisons environnementales ? Je sais pas. J'en sais rien. Je ne suis pas trop pensé sur la question. Je pense juste que... En fait, je me demande si ce dont on a besoin, c'est de décroissance ou si c'est juste d'égalité, quoi. Enfin... Il y a moyen de fournir à chaque personne les mètres cubes d'eau, de nourriture et les mégawattheures d'énergie dont il a besoin pour vivre correctement et pour avoir des projets et pour pouvoir créer et construire, quoi. Je pense qu'on a largement de quoi en tant que société. C'est juste que l'essentiel de la valeur est capté aujourd'hui et que avant de se poser la question de la décroissance, moi je me poserais la question en fait, pour poser la question du superflu, sinon j'ai trop peur que en fait, la décroissance elle parte du bas, quoi. Avant de poser la question du superflu, bah, faut bien qu'on quantifie qui a besoin de quoi et qu'on répartisse les ressources en fonction des besoins, quoi. Donc, non, mais la plupart des pays qui veulent un peu de soft power financent à fond la culture. Mais ils ont jamais joué à Civilisation 5, ces gens-là. Ou Civilisation 6. Ils savent pas ce que c'est que la victoire culturelle. Je pense que le bouquin de Sarko sera vendu. Bah, c'est un moyen pour lui, en tout cas, de faire la promo. C'est un moyen pour lui assez facile de faire une tournée promotionnelle. Après, il va forcément en vendre un peu. Hein. En plus, il va le vendre cher, c'est genre 23 balles.
Après, il a passé 10 jours en tôle, là, 20 jours en tôle, et il va nous parler de ça comme le kolkhoz, j'imagine. Alors qu'il a pas travaillé, tu me diras. C'est comme le bouquin de Bardella, hein. Je sais pas combien Bardella il a vendu de livres. Quelques-uns, hein. Ah mais le soft power culturel, il est énorme. Il est énorme, énorme. Ouais. C'est quoi que j'écoute là? C'est une musique de Noël ça? Putain, j'ai un coup de fatigue là. Ouf. Du coup, demain soir, GeoGuessr. Demain soir, GeoGuessr. Alors demain soir. Tiens, attendez, je vous parle de ça là, 2 secondes. Du coup, ça y est, ils ont communiqué un peu dessus là. Demain soir, moi je serai avec Armir. Il y a Pastèque Haché avec Angle Droit, Kouri avec Mister JD, Mama Paprika avec Kratso et Boulgour avec Jean Massier. Et nous faisons Be My Guest, donc plusieurs types de cartes. Beaucoup de types de cartes d'ailleurs. Voilà. Et Carmire, très bonne joueuse. Ouais, bah, elle était avec JD la dernière fois. Petit training. Oh, je suis trop fatigué. Non, je suis trop fatigué. En vrai, j'ai dormi 5 heures parce qu'on devait aller au CDAS, CDAS et CAS. Bref, on devait aller au centre social tout à l'heure avec ma femme. Voilà. Donc j'étais un peu en mode décalqué quoi. Je vois qu'on évince le vainqueur du dernier Geoburning. Étoile? Ou toi? Non, Étoile c'était Mi Guess. Toi? Alors, figure-toi que ce n'est pas moi qui ai organisé. Et hier, je dis putain, là, j'ai pas de nouvelles. Je leur ai envoyé un message en mode, au fait, c'est prévu, ce truc, c'est toujours prévu. Et voilà, du coup, on a eu la mise à jour. 5 heures, c'est vraiment short. Bah là, je suis fatigué. J'ai dormi 6 heures hier, 5 heures là, j'avoue, je fatigue un peu. En vrai, je suis à 2 doigts d'aller faire une sieste là. Étant donné qu'on se revoit demain soir. Ouais, on se pèle le cul dehors. On se revoit demain soir à 20h30. Voilà. On se revoit demain à 20h30. Avec tous les modes de jeu différents là. Du coup, en vrai, vous savez quoi, je suis désolé. Hein. Je vais aller dormir. Je vais aller faire une sieste. Je suis trop fatigué. Ça sert à rien que je lutte et que je suis en mode... ça sert à rien que je subisse. MDR. Vas-y, je vous envoie chez Troublante. Ah, merde, j'ai mal écrit. Je vous envoie chez Troublante. On se voit demain? Demain 20h30. Et
force à vous. Vive la vie et bon courage.